L'invité de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. L'affaire du juge Azibert, l'affaire Big Malion, des non-lieux qui sont intervenus donc dans l'affaire Bettencourt, et donc cette affaire du financement entre guillemets et avec un grand point d'interrogation libyen de cette campagne. Est-ce que vous considérez ce matin qu'on est dans un acharnement, Madame Le Pen, bonjour, ou est-ce que c'est une procédure judiciaire logique ? Alors d'abord, permettez-moi d'exprimer, mettre peut-être l'accent sur quelque chose que je trouve éminemment dérangeant. C'est le fait que Nicolas Sarkozy, mais il n'est pas le seul, se retrouve, quelle que soit l'affaire qu'il concerne, devant le même juge d'instruction. Est-ce qu'il n'y a que 2 ou 3 juges d'instruction en France ? Oui. Je pense que c'est dérangeant, c'est gênant, et ça pose tout de même un certain nombre de questions. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je rappelle, parce que je suis avocat, la présomption d'innocence, parce que les médias ont bien tendance à l'oublier en fonction des personnes qui sont mises en cause. Troisièmement, donc ce matin, vous êtes plutôt sur la ligne de la prudence, que la seule qui soit... Non, mais je suis toujours prudente. Tant que la justice ne s'est pas prononcée, il faut rester prudent. Maintenant, sur le fond, sur les implications de cette affaire. Moi, je crois que la justice dans cette affaire, parce qu'il s'agit d'un ancien président de la République, mais aussi parce que les conséquences pourraient être très lourdes, doit faire son travail de manière très sérieuse. Et avec la neutralité qu'on devrait toujours exiger de la part d'une instruction. Ce qui, d'après vous, n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si c'est le cas. Ce que je sais, c'est que M. Tournaire est engagé, comme d'autres juges d'instruction qui sont saisis d'affaires, qui sont des affaires qui touchent à des politiques, dans un soutien, par exemple, au syndicat de la magistrature. Et que ceci pose un vrai problème de fond sur le soupçon d'absence de neutralité de la part de ces magistrats. Mais cette affaire est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle ne touche pas seulement le financement d'une campagne électorale. Elle touche à la mise en œuvre d'une guerre. Elle touche à l'élimination d'un chef d'État. Elle touche à la déstabilisation profonde d'un pays et sa conséquence qui a été une vague migratoire massive sur l'Europe. Donc, vous voyez que peut-être la partie immergée de l'iceberg est plus importante que la partie émergée de l'iceberg qui est le financement. C'est la raison pour laquelle je pense que la justice doit aller au bout de ses investigations, mais je pense qu'elle doit le faire avec énormément de sérieux, parce que si les faits étaient avérés, les conséquences iraient beaucoup plus loin qu'un simple financement déloyal d'une campagne présidentielle. Entre nous, on a le sentiment d'ailleurs que toutes les campagnes... Il n'y a pas une campagne présidentielle qui s'est déroulée dans des conditions de loyauté. Si j'en crois ce qu'a dit par exemple un membre du Conseil constitutionnel sur la campagne de 95, si j'en crois la campagne de 2012 qui a déjà fait l'objet de révélations sur le doublement. Mais vous voulez dire vous-même que c'est pas du tout la même chose. Mais je vous dis, c'est ça. Ce que je vous explique, c'est que dans cette affaire, il n'y a pas seulement le problème d'un financement déloyal de la campagne présidentielle ou illégal de la campagne présidentielle. Cette affaire-là, elle peut avoir des conséquences beaucoup plus lourdes, y compris sur le plan international. Donc ça nécessite que la justice ne se laisse pas instrumentaliser, s'attache à la neutralité. Et oui, vous êtes un peu contradictoire, parce que la justice ne doit pas se laisser instrumentaliser, mais en même temps, vous dites, les juges dans cette affaire-là, ils sont tous sauf neutres. Je pose la question, non, c'est pas les juges. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy est quelqu'un que j'ai beaucoup combattu sur le plan politique. Je suis choqué en tant qu'avocat que quelle que soit l'affaire qui touche Nicolas Sarkozy, et on a eu quand même un certain nombre différentes, c'est toujours le même juge d'instruction qui est désigné. Est-ce que ça ne pose pas un problème ? Moi, je considère que ça pose un problème et que ça crée un soupçon, en quelque sorte, sur la neutralité de ce magistrat. Est-ce qu'il n'est pas choisi systématiquement parce que il s'agit là en l'occurrence de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous vous êtes dit une fois, Madame Le Pen, dans un combat politique, puisqu'en 2007 votre père était candidat donc à cette présidentielle, il a eu 11,5% des voix, est-ce que vous vous êtes dit finalement la guerre en Libye en 2011 elle a eu lieu pour éliminer Kadhafi, pour qu'on puisse éliminer toute trace de financement? Moi, ce que je posez la question ce matin ou pas? Ce que moi je me dis, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que la justice va révéler. Est-ce qu'elle va réussir à apporter les preuves manifestement des soupçons
qu'elle exprime, parce que là, elle exprime des soupçons, sinon il n'y aurait pas de garde à vue. Et je dis encore une fois qu'il faut traiter cette affaire avec énormément de sérieux. Je rappelle que sur Twitter, donc Brice Hortefeux, qui lui est sorti et qui avait été écouté en audition libre, a expliqué donc que Nicolas Sarkozy avait donné tous les éléments d'explication avant qu'il ne soit reconvoqué ce matin. Il est rentré. Deuxième sujet, car les sujets sont extrêmement nombreux. Cette affaire du quotient familial qui sort un petit peu partout. Alors, il y a un député de La République En Marche qui s'appelle Monsieur Chiche qui a dit finalement, pour des raisons de justice sociale, maintenant, il faut absolument qu'on fusionne et le quotient familial et les allocations familiales, de manière à ce qu'on retrouve la possibilité, au fond, de donner plus à ceux qui en ont plus besoin et moins à ceux qui en ont moins besoin. Pourquoi ça vous pose un problème? Car semble-t-il, ça vous pose un problème. Oui, ça me pose, en fait, deux problèmes, en réalité. Le premier problème, c'est qu'ils n'ont pas compris quelle était la philosophie des allocations familiales. La philosophie des allocations familiales, ça n'est pas de créer une égalité verticale, mais une égalité horizontale. C'est-à-dire entre deux couples qui ont les mêmes revenus, celui qui a des enfants, qui fait l'effort d'avoir en quelque sorte, de fournir à la nation, parce que c'est ça, une richesse qui est la richesse incroyable donc l'objectif, des c'est enfants. La natalité, pas la justice sociale. Exactement, c'est la natalité. Or la natalité ne cesse de s'effondrer. Et là, manifestement, il y a une volonté de continuer à attaquer les familles qui ont déjà été victimes dans les dernières années d'une baisse considérable de leur pouvoir d'achat. C'est un rapport dont le co-rapporteur s'est déjà désolidarisé. Oui. Rien ne prouve que les propos de M. Chiche vont être repris par les affaires sociales en France ou par même le Premier ministre. Oui, mais mieux vaut prévenir que guérir, si vous voyez ce que je veux dire, compte tenu de toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement et qui vont systématiquement dans le mauvais sens. Le deuxième problème, et c'est là où ça m'intéresse plus parce que je vois un petit peu derrière cette simple mesure. Je pense que le gouvernement a dans l'esprit de mettre en œuvre une fiscalité individuelle en France, comme en Allemagne, alors qu'aujourd'hui, vous le savez, la fiscalité est par foyer, c'est-à-dire la fiscalité est familiale. Et pourquoi je le pense? Parce que je pense que c'est le seul moyen de sauver le prélèvement à la source auquel ils sont si attachés. Donc et qui va intervenir l'année prochaine. Donc nous serons extrêmement prudents dans ce domaine, car nous sommes extrêmement attachés à la fiscalisation familiale par foyer. C'est aussi cela, une manière d'aider les familles en préservant bien évidemment le quotient familial. J'ai beaucoup de questions. Je suis là. La grève qui va démarrer à la SNCF est une grève qui semble-t-il est dure. Le gouvernement a dit qu'il n'était pas du tout question de céder dans cette affaire. À plusieurs reprises, vous avez dit, mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi, je vais être un peu caricatural, pourquoi on ne se débarrasse pas de M. Pépi, qui visiblement est quand même là depuis des années et qui a connu à la tête de la SNCF beaucoup de problèmes. Donc, comment vous expliquez que M. Pépi soit encore là? Est-ce qu'il n'y a pas un préalable qui pourrait, d'après vous, être qu'on négocie avec les syndicats, que Mme Pénicaud négocie avec tout le monde en donnant un terme? Lui-même a dit qu'il allait partir, mais en mettant ou en interrompant son mandat. Ça me paraît une évidence. Encore une fois, la première des choses que j'ai réclamées, c'est de mettre fin aux fonctions de M. Pépi. Car il est en partie responsable des graves difficultés de la SNCF, par les choix stratégiques qu'il a mis en œuvre, et que, à l'évidence, on ne peut pas engager une négociation avec les syndicats avec à la tête de la SNCF M. Pépi. Donc ça me paraît effectivement être un préalable. Mais je ne peux pas vous apporter d'explications sur la protection dont M. Pépi fait l'objet de la part du gouvernement. Mais est-ce que vous êtes derrière le gouvernement sur cette réforme? Sur le fond? Non, mais je suis tout à fait en désaccord avec le gouvernement sur le fond de cette réforme. Tout à fait en désaccord, car je suis absolument convaincu que l'objectif de cette réforme, c'est la privatisation de la SNCF. Que l'ouverture à la concurrence, on le sait pertinemment, est imposée par... Elle a été actée par Bruxelles. Ah bon, donc c'est Bruxelles qui décide. Donc nous ne sommes plus un peuple libre, c'est bien ce que je ne cesse de répéter. Et d'ailleurs, je m'étonne que les syndicats aient accepté de soutenir en toutes circonstances l'Union européenne, y compris quand l'Union européenne impose la mise en concurrence. Donc je suis opposé à cela. Je pense que ça va tuer le service public. Je rappelle que la philosophie du service public, ça n'est pas d'être rentable. La philosophie du service public, c'est de permettre aux Français les moins aisés de pouvoir se déplacer, de pouvoir s'instruire, de pouvoir se soigner. On ne se pose pas la question de savoir si la santé est rentable, on ne se pose pas la question de savoir si l'école est rentable, et encore une fois, si la SNCF est rentable, tant mieux. Si elle ne l'est pas, il faut déjà se poser la question de savoir quelle est la politique menée par M. Pépi, mais l'objectif du service public, ça n'est pas cela.
Question concernant maintenant la suite du Congrès. Il y a beaucoup de sondages qui sont tombés, qui montrent que vous êtes la favorite de tous ceux qui militent au Front National, qui est devenu le Rassemblement National. J'ai une question sur Pas encore. Pas encore. Pas encore. Oui, d'abord, on est où judiciairement, cette affaire? Ah non, mais judiciairement, c'est un... Si, il y a quelqu'un qui dit que le Rassemblement National, ça m'appartient. Non, c'est un mythomane absolument les mythomanes, il y en a partout, mais c'est oui, bien sûr, vous avez raison. C'est un mythomane qui a les droits. Non, c'est un mythomane absolument complet qui n'a aucun droit. Nous l'avons démontré à un certain nombre de vos confrères qui se sont penchés, parce que tous ne l'ont pas fait, parce que blablabla, mais on ne regarde pas les preuves. Voilà, donc je vous le dis, on a démontré par les documents qui sont en notre possession que nous sommes évidemment propriétaires de ce nom Rassemblement National. Donc ce matin, c'est plus le Front National, c'est le Rassemblement National, ou il va falloir encore attendre? Non, il faut attendre, puisque nous allons organiser, là, dans les jours qui viennent, un vote de l'intégralité des adhérents du Front National. Ce sont tous les adhérents du Front National qui choisiront le nouveau nom du Front National. Question, vous lisez les journaux, et c'est normal. Alors, au sein des militants du Front National, vous êtes toujours la candidate idéale pour les prochaines présidentielles et le leader de votre mouvement. À l'extérieur, c'est-à-dire que là, je parle de l'électorat, votre nièce est largement devant vous. Souvent, vous vous avez confié des sortes d'états d'âme. Alors, est-ce que vous ne pourriez pas être finalement la patronne du parti et essayer de trouver un accord avec Marion pour la campagne des présidentielles? C'est une question que je vous pose. D'abord, est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis son petit voyage aux États-Unis? Oui, bien sûr. Et elle vous dit quoi, alors? Mais à qui j'ai exprimé des états d'âme? Je sais pas, on a vu ça. J'ai fait pas le Parisien il y a 3 jours, mais vous voyez, Marine Le Pen, je ne suis pas certain que je vais aller à la campagne. Non, mais le Parisien... le Parisien et d'autres journaux. Non, mais le Parisien particulièrement raconte absolument n'importe quoi. Et moi, je vous pose la question à vous. Donc, je n'ai jamais exprimé d'état d'âme. J'ai travaillé dès le lendemain de l'élection législative à la refondation du mouvement pour qu'il soit plus performant, plus efficace, qu'il reparte à la conquête de ce nouveau cycle électoral qui va démarrer par les européennes. Nous avons enregistré des victoires idéologiques majeures dans les dernières années, des victoires électorales majeures, et nous avons toujours comme objectif, croyez-moi bien, d'arriver au pouvoir. Maintenant, je suis respectueuse de la volonté des adhérents. Je suis désolé, c'est un processus démocratique au Front National. Ce sont les adhérents qui choisissent le candidat à la présidentielle. Donc on verra ça dans 3 ans. Mais à quel rôle elle joue quand vous l'avez au téléphone, elle vous a dit quoi exactement? Parce qu'il y a quand même un besoin de clarification. Mais il n'y a pas de clarification. Elle a dit j'arrête la politique électorale en quelque sorte, mais je veux me lancer dans la métapolitique, c'est-à-dire que je souhaite faire une académie ou une université pour pouvoir œuvrer dans ce grand domaine culturel pour faire avancer nos idées. Tant mieux, ça fait une griffe de plus. Mais vous la croyez? Pourquoi vous la croyez pas, vous? Non. Moi oui. Écoutez, moi je n'ai pas de raison de croire qu'elle serait duplice ou qu'elle aurait un agenda caché. Je crois que c'est une jeune femme qui est loyale et je n'ai absolument aucune raison. Elle peut très bien faire de la métapolitique pour tout d'un coup faire de la politique. Eh bien écoutez, peut-être laissez-lui alors le temps que l'appétit revienne, mais pour l'instant, je n'ai pas de raison de penser, encore une fois, qu'elle a un agenda caché. Et ce qu'elle veut faire avec vous, donc. Et ce qu'elle veut faire là m'apparaît très positif pour l'avancée de nos idées. J'ai 2 questions pour terminer, qui sont de nature très différente. La loi sur le harcèlement sexuel intervient ce matin au Conseil des ministres. Est-ce que vous êtes justement pour cette hiérarchie des amendes qui est proposée, c'est-à-dire qui irait d'une centaine d'euros à plusieurs centaines d'euros en fonction du harcèlement sexuel donc dénoncé? Non, je pense que ça va être très compliqué pour les policiers si on leur demande de rédiger des amendes immédiatement, de déterminer quel est le harcèlement ou l'interpellation ou l'injure qui est à 100 euros ou à 300 euros. Faut pas mettre nos forces de police qui sont déjà submergées, qui n'ont plus les moyens ni matériels ni humains de répondre à l'explosion de la délinquance. Il faut pas les mettre en situation d'échec. C'est nécessaire ou pas? C'est nécessaire si on va aussi dans les quartiers dans lesquels le harcèlement est très fréquent. S'il s'agit d'aller avenue de la Grande Armée, je suis pas sûr que ce soit très performant. Ce que je ne veux pas, moi, c'est qu'on mette encore une fois nos policiers en situation d'échec, alors qu'on leur en demande déjà énormément et qu'on ne leur donne pas les moyens de remplir leur vaste mission, car je vous rappelle, et je rappelle à ceux qui nous écoutent, que nous vivons une explosion
de la délinquance en France. Une explosion de la délinquance dont personne ne veut parler aujourd'hui parce que c'est devenu quasiment un sujet tabou. Je disais que j'avais une dernière question, mais elle est importante. Il semblerait qu'Édouard Philippe, mais la décision n'est pas encore prise, est en train, donc, sur l'affaire des retraites, car il y a une grogne, de réintroduire 100 000 personnes, donc, dans les calculs, justement, de Bercy. 1% des retraités vont être privés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils naviguent à vue? Ça veut dire qu'ils bien sûr qu'ils naviguent à vue. Mais en l'occurrence, 1% des retraités vont pouvoir bénéficier de la levée d'une décision qui est profondément scandaleuse, qui est l'augmentation de 20% d'un impôt. 20%, car la CSG a été augmentée de 20%. Est-ce que vous vous rendez compte les conséquences que ça peut avoir sur les retraités, qu'ils soient isolés ou qu'ils soient en couple? Évidemment, c'est un bouleversement. Qui navigue à vue? Mais le gouvernement navigue à vue, on le voit bien. Enfin, avancer ainsi puis reculer, c'est évidemment donner le signal que l'on ne sait pas exactement où l'on va. Merci Marine Le Pen d'avoir été l'invitée politique donc de la matinale ce matin. Nous avons un petit peu de retard, il est 8h33, mais l'actualité est évidemment extrêmement importante. Je rappelle que Nicolas Sarkozy donc est rentré chez lui hier soir et est reparti donc probablement pour une suite d'interrogatoires aujourd'hui à la PJ. Bonne journée à vous, il est 8h33, nous avons rendez-vous avec le rappel des titres un peu décalé. Accord des accords et à 9h, donc l'actualité médicale avec le professeur Kayat et Alain Gérard, grand spécialiste des médicaments.